Bonjour à tous, merci d'être venus nombreux au séminaire d'aujourd'hui. Vous avez donné par Arthur France Lanor, récemment recruté chargé de recherche au CNRS à l'IMPMC dans l'équipe physique. Et bonjour à tous ceux en ligne aussi. Alors, je prends une petite note parce que j'ai la mémoire. Donc, Arthur, il est spécialiste des méthodes de simulation numérique à l'échelle atomique, et ça dans le but de mieux comprendre très le switch, la description de la dynamique des transformations et du transport aux petites échelles en phase condensée. Donc, il a commencé par une thèse au CEA et ensuite il a fait 3 postdocs, dont un aux États-Unis, 2 ans au MIT, et ensuite 2 à la Sorbonne Université dans des laboratoires différents. Et tu nous reviens aujourd'hui, toujours à l'université, chez nous, et ta recherche s'applique autour de nombreuses problématiques scientifiques, mais toujours d'un point de vue de la modélisation. Un expert en modélisation et en intelligence artificielle, c'est pour ça qu'on te fait venir aujourd'hui. Alors, il s'intéresse au modèle physique de la dynamique à l'échelle atomique pour éclaircir notre compréhension du transport d'ions dans des milieux solides, aqueux ou polymériques, ce qui a des applications pour le stockage d'énergie, parce que ça forme électrochimique, tout ce qui est notamment des énergies très très en mode en ce moment. Et nous, aujourd'hui, on fait venir en qualité d'expert en intelligence artificielle, parce que c'est un outil aujourd'hui qui prend de plus en plus de place dans les différentes thématiques scientifiques, parce qu'on a une accumulation de données qui fait des bases de données gigantesques, comme du coup le modèle du big data. Mais c'est un outil qui, lorsqu'on le calcule bien et qu'on le comprend bien, peut en fait faire reproduire des schémas qui auraient pu passer inaperçus à la sagacité de chercheurs. On va présenter aujourd'hui des bases de l'intelligence artificielle dans ces grands axes imaginaires et quelques exemples d'application à ce que nous on fait à l'IMPMC notamment. Oui, c'est ça, exactement. Ben, merci beaucoup. Bonjour à tous, je m'appelle Arthur Constantin. Je suis chercheur dans l'équipe Dynamic System Simple pour sur à l'IMPMC. Et aujourd'hui, je vais pas vous parler exactement de mes thèmes de recherche en soi, mais plutôt vous parler de méthodes. Et je vais notamment pas vous parler de ce que j'ai fait par le passé, mais plutôt peut-être de ce que je pourrais faire, ou de ce qu'on pourrait faire à l'IMPMC sur différents axes de recherche, pour la mise en place de méthodes issues de l'apprentissage automatique pour aider la caractérisation expérimentale. La majeure partie de ma présentation, ce sera surtout une introduction aux méthodes, surtout centrées sur les réseaux de neurones artificiels. Et j'aurai également quelques exemples, notamment en microscopie et également sur la connexion de relations de propriétés. À la fin, à vous présenter. Le but, c'est d'engager un petit peu une discussion sur ce sujet et voir s'il y a des gens qui sont intéressés. En fait, à la base, j'avais discuté avec Maximilien et avec Jean aussi sur la possibilité d'utiliser ce genre de méthode pour détecter des grains solaires, je crois, on passe sur des mesures de ce milieu. Donc, c'est des thématiques de recherche qui m'intéressent et qui intéressent également pas mal de monde, je pense. Donc, j'espère que ce sera intéressant pour vous également. Donc, je vais commencer par un petit peu de contexte, quelques définitions pour rappeler beaucoup des mots-clés qui sont utilisés dans ce domaine-là. Ensuite, je passerai à des généralités en termes notamment d'apprentissage et sur le concept important, la transformation de données. Ensuite, une partie consacrée au réseau de neurones artificiels en soi comme modèle. Finalement, je passerai un peu de temps sur la robustesse de ces modèles et sur les problèmes de surapprentissage qu'on peut avoir, parce que c'est un des problèmes les plus importants, notamment lorsqu'on est utilisateur de méthodes et pas développeur de méthodes. Et finalement, j'aurai quelques exemples d'applications expérimentales. Bien, alors pour commencer avec les définitions, voilà quelques définitions déjà. Voilà à droite un diagramme qui reprend, c'est peut-être un petit peu loin pour ceux qui sont derrière, je pense, en termes d'écriture, qui reprend l'organisation, 3 mots-clés les plus importants, je pense, dans le domaine, en tout cas, ce qui est tout ça. On a l'intelligence artificielle, qui englobe l'apprentissage automatique, qui englobe lui-même ce qu'on appelle l'apprentissage profond. Donc en anglais, deep learning, machine learning et artificial intelligence. Et donc, l'intelligence artificielle, on peut la définir comme l'automatisation des tâches intellectuelles qui sont normalement effectuées par les humains. C'est très longue. Ensuite, l'apprentissage automatique, ce serait finalement de prendre des décisions, de faire des prévisions sur la base de données. Et ce qui est de l'apprentissage profond, c'est une forme d'apprentissage automatique dans lequel on utilise un haut niveau d'abstraction des données. Voilà 3 phrases pour essayer d'expliciter un petit peu ces modèles-là. Alors, il faut faire un petit peu attention à la classification, notamment à ce diagramme-là, c'est ce qu'on trouve
sur Wikipédia, donc cette espèce de structure relativement simple, mais on trouve également un petit peu plus loin sur la même page cette autre structure où cette fois-ci, chaque plan n'appartient pas au précédent, donc ça c'est vraiment surtout une question de classification qui ne passe pas intéresse aux classifications. Pas nécessairement très important, mais juste pour vous dire qu'il ne faut pas nécessairement voir ça physiquement. Alors, pour l'intelligence artificielle, c'est un domaine de recherche qui a émergé en 1956, après notamment un séminaire qui s'est passé à l'été 1956. Il y a un panel de chercheurs, dont John McCarthy, également John Mack, par exemple, pour discuter de ces sujets-là. Et le champ a été défini à ce moment-là, en fait, le champ, le domaine de recherche de l'intelligence artificielle a été défini à ce moment-là, en ces termes, c'est ce qu'on peut trouver dans le proposal de ce séminaire-là. Donc, ce serait every aspect of learning or any other feature of intelligence can in principle be so precisely described that a machine can be made to simulate. Ça, c'est une définition assez générale de ce qu'on essaye de faire en intelligence artificielle. Donc, le but de ce séminaire, évidemment, c'était de régler le problème de l'intelligence artificielle. Donc, ça ne s'est pas passé en un été, mais ça a permis de lancer le domaine et d'orienter des équipes de recherche à travers les États-Unis, notamment, pour travailler sur ces questions. Concernant l'apprentissage automatique, c'est un champ qui a émergé un tout petit peu plus tard, notamment un chercheur qui s'appelle Arthur Samuel, qui était, je crois, au MIT, l'a défini. Il l'a défini comme le domaine de recherche qui donne la possibilité, enfin, la capacité aux ordinateurs d'apprendre sans être explicitement programmés. Et notamment, il avait travaillé sur le jeu, les applications de l'apprentissage automatique pour le jeu des dames. Donc, pour vous donner un exemple relativement concret et comment est-ce qu'on compare ça à programmation classique, canonique. Généralement, lorsqu'on a un programme classique, on a en entrée des données et on a des règles qui s'appliquent à ces données, par exemple un certain modèle physique, et ce qu'on récupère ensuite, ce sont des réponses. Comment est-ce que les données se comportent par rapport aux règles? Et dans l'apprentissage automatique, on a une approche qui est un petit peu différente en fait. On a en entrée des données, de la même manière que dans la programmation classique, mais on donne également en entrée des couples de réponses avec des données. On sait quelles sont les réponses pour les données en question, et ce qu'on récupère en sortie, c'est les règles qui régissent les données. En fait, on essaie d'apprendre le modèle en lui-même. C'est une différence assez importante qui sépare les méthodes de programmation classique, de modélisation classique, de ce qu'on fait aujourd'hui en apprentissage automatique. Il y a différentes techniques qui peuvent être utilisées en apprentissage automatique, et différentes classes d'algorithmes qui sont utilisées en fait, pour différentes formes de problèmes. Alors, la plus connue, c'est l'apprentissage supervisé, en anglais, qui permet donc d'apprendre une fonction de prédiction, une fonction qui nous permet de faire des prédictions, à partir d'exemples annotés. C'est-à-dire que, par exemple, si on prend l'exemple en bas, ici, on a des points, des cercles blancs et des cercles noirs. On sait que ces cercles sont blancs ou noirs et on essaie d'apprendre une fonction qui permettra de les classifier ou alors en blanc ou alors en noir. On sait déjà quelle est la réponse. On a également la catégorie des méthodes d'apprentissage non supervisées. Ici, il s'agit donc de découvrir les structures sous-jacentes de données non détectées. Donc, cette fois-ci, c'est pas quelle est la nature de ces points. Ce qu'on veut, c'est essayer d'extraire des informations. Par exemple, on pourra faire du clustering ou des choses comme ça. Conceptuellement, ce sont des approches qui sont vraiment différentes. Et finalement, la dernière classe de méthode, pour faire simple, c'est l'apprentissage par renforcement. Cette fois-ci, on fait intervenir un agent, par exemple un aspirateur, qui va se déplacer, qui va réaliser des tâches et qui sera récompensé pour ces tâches, ce qui lui permettra en fait de changer l'état. C'est notamment important lorsqu'on a des applications qui sont dépendantes du temps. Et donc, aujourd'hui, surtout parler d'apprentissage supervisé, peut-être un petit peu aussi d'apprentissage non supervisé, majoritairement. Mais ces trois classes de méthodes sont utilisées, par exemple, ce qui est de la science des matériaux computationnels, on trouve des exemples de trois classes de méthodes. Peut-être un petit peu plus d'apprentissage supervisé, mais 300. Donc, l'apprentissage supervisé, pour en donner une définition, c'est la tâche d'apprendre une fonction, un transfert, qui va relier une entrée à une sortie, par exemple une mesure à une prédiction, à partir d'exemples paires entrée-sortie. Là, j'ai l'exemple qu'on voit systématiquement dans la présentation sur l'apprentissage automatique. Donc là, en entrée, ce que vous avez, c'est des images
de chat ou de chien. Là, on peut représenter sur la forme qu'on veut. Et en sortie, on a une étiquette à ces images, chat ou chien. C'est un problème de classification binaire. L'image est ou alors un chat ou alors un chien. Il n'y a pas d'entre-deux. Donc le but, c'est d'apprendre la fonction qui permettra de passer de l'image en elle-même à l'étiquette. Et pour ce faire, pour apprendre cette fonction, on utilise un grand ensemble, alors si on prend normalement il faut quand même une certaine quantité, un grand ensemble de paires entrées-sorties, donc de réponses que l'on sait vraies. Ça va nous permettre d'apprendre cette fonction, et cette fonction permet donc de résoudre des problèmes, que ce soit de classification, comme ici, où on essaie de dire à quelle catégorie appartient notre donnée d'entrée, ou de régression, c'est-à-dire la même chose mais dans un espace continu. C'est un nombre infini de catégories. Maintenant, je vais vous parler un petit peu de représentation de données, parce que ici, vous voyez, par exemple, on a des images, et on peut choisir de représenter ces images de différentes manières. Et en fait, c'est un des points les plus critiques pour ces algorithmes d'apprentissage autonome. Donc, une représentation, pour moi, c'est une certaine manière de considérer des données. Par exemple, on peut avoir en entrée une certaine image, qu'on peut représenter par exemple, deux manières différentes. Plus de représentations existe, mais on peut utiliser la représentation RGB ou HSV pour le Hue Saturation Value, qui permettra d'avoir une certaine manière de représenter notre quantité. Évidemment, on a également différents problèmes qu'on peut vouloir résoudre, par exemple, de sélectionner tous les pixels rouges de l'image pour rendre l'image moins saturée. Et en fait, on peut associer différentes représentations à différents problèmes. Certaines représentations vont rendre certains problèmes plus simples, et le contraire est également vrai. Par exemple, si on utilise la représentation RGB, ce sera plus simple de sélectionner tous les pixels rouges dans l'image. Donc c'est plutôt important. C'est plutôt important de sélectionner une représentation convenable pour l'optimisation de ces méthodes-là. Et on peut voir la représentation de données comme des transformations au sens mathématique. Parce qu'en fait, transformer des données, ça mène à de nouvelles représentations. Ici, j'ai un petit exemple très simple. Le but ici, c'est de classifier les points blancs et les points noirs par rapport à leur couleur, d'apprendre la fonction qui sépare ces deux jeux de données. Si on a nos données brutes, bon, ça se voit assez facilement à l'œil, mais peut-être qu'on peut rendre le problème plus simple. En fait. Et simplement en faisant un changement de base, une rotation, ici, on arrive à une nouvelle représentation qui est tout d'un coup nettement plus simple parce qu'on peut l'écrire directement. On peut très facilement catégoriser le résultat de notre méthode. Donc, bien choisir la transformation permet de simplifier le problème dans le domaine. Alors, j'ai beaucoup parlé de représentation jusqu'ici, mais il y a une question, c'est où est-ce qu'on parle, à quel moment est-ce qu'on parle d'apprentissage et je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, on commence avec nos données d'entrée. On réalise donc des transformations sur ces données d'entrée. On fait ensuite des prédictions, c'est-à-dire, on peut dire, voilà, cette image correspond à un chat, cette image correspond à un chien. Et on compare ensuite nos prédictions à des valeurs connues. Là, c'est ce qu'on fait lorsqu'on essaie d'entraîner, d'optimiser notre modèle. On a nos valeurs connues, on peut vérifier si l'étiquette prédite est la bonne ou pas. Et ensuite, on peut calculer ce qu'on appelle une fonction objectif ou une fonction coût, qui est la même que celle qui est utilisée en fait en optimisation. C'est une fonction qui va permettre de calculer une sorte de distance entre les prédictions et les valeurs connues. Et à partir de cette fonction-là, on peut donc calculer un score, c'est-à-dire à quel point est-ce que notre modèle est bon par rapport aux valeurs de référence qu'on connaît. En fait, c'est via ce score et une rétroaction vers la transformation que se passe l'apprentissage. Parce que ce score va nous permettre d'ajuster la transformation qu'on réalise de manière itérative. Et cette transformation-là existe dans un espace des hypothèses qu'on aura prédéfini. On ne peut pas faire tout, mais par exemple, on peut utiliser une certaine forme fonctionnelle qui nous contraindra le type de transformation. Et par ce processus de rétroaction, on itérera et on essaiera d'arriver à un score qui sera donc plus élevé. Et en fait, c'est de cette manière-là qu'on apprend. C'est ici qu'on parle d'apprentissage. Parce que ce qui est appris, c'est une représentation significative des données par le biais de l'optimisation.
vous parler un petit peu de réseaux de neurones maintenant. Donc, les réseaux de neurones, c'est un modèle parmi beaucoup d'autres qui permet donc de réaliser des tâches de classification ou de régression. En fait, on peut le comparer tout simplement à une méthode de régression. Enfin, c'est pas la même chose, mais on peut en tout cas comparer avec à des techniques de régression linéaire, par exemple, régression non linéaire. Donc, formellement, c'est un ensemble de nœuds connectés, de neurones, ici les différents nœuds de différentes couleurs, sont connectés entre eux, c'est les nœuds gris qu'on voit ici. Et dans ce réseau transite un signal, peut-être les données qu'on utilise, de l'entrée vers la sortie. Donc c'est en fait cette fameuse fonction de transfert qui va nous permettre d'exprimer la sortie en fonction des entrées de notre problème. Donc ça, c'est un réseau de neurones assez générique avec des couches de sortie et également des couches cachées. Mais on peut faire nettement plus simple que ça. Là, par exemple, le réseau linéaire, tout simplement. Ici, on a très peu de neurones. On a deux neurones d'entrée, un neurone de sortie. X c'est 1 pour le neurone d'entrée, Y pour le neurone de sortie. Et ici, c'est juste tout simplement un réseau linéaire qui fait une équation linéaire qui permet de T, Y, et. Donc ici, on a un neurone de biais, et ce neurone-là permet de un shift dans notre ajustement. Donc vous pouvez voir ici qu'ici apparaissent des paramètres A et B. En fait, ces paramètres existent entre deux neurones. Donc ici, sur chaque ligne grise, on a également un paramètre. Donc ça donne une idée du nombre de paramètres que peuvent atteindre ce genre de méthode et à quel point est-ce que ça peut être difficile d'optimiser évidemment ces paramètres lorsque le réseau est large. Donc ce réseau linéaire, on peut également l'écrire d'une manière un peu plus générique, de cette manière-là. Donc ici, les traits en pointillés, c'est ce qui se passe à l'intérieur du neurone en question. Donc ici, on a des entrées, une liste de 5 entrées, avec 5 paramètres différents. Ensuite, à ce moment-là, on fait notre somme modèle. Donc, X1, W1, plus X2, W2, etc. Plus le neurone de biais qu'on a en haut. Et une fois, après avoir fait cette somme, en fait, on utilise ce qu'on appelle une fonction d'activation. C'est une fonction non linéaire. Par exemple, ça peut être la fonction sigma, fonction de Heaviside, etc., qui va permettre d'incorporer en fait, des non-linéarités dans notre réseau. Si on n'a pas de fonction d'activation dans notre réseau de neurones, tout réseau de neurones peut se simplifier en fait en un réseau linéaire. C'est la seule partie qui ajoute vraiment de la non-linéarité dans notre modèle. Et c'est donc ce qui va nous permettre d'apprendre des motifs non linéaires dans les deux données qu'on va apprendre. Et donc, après avoir appliqué cette fonction d'activation, on récupère en sortie une certaine densité. Ces réseaux de neurones ont été développés. Alors, un des premiers systèmes a été développé par Frank Rosenblatt, psychologue, qui a travaillé assez tôt en fait, sur les réseaux de neurones. Il a développé quelque chose qui s'appelle le perceptron. C'est un réseau de neurones qui a été modélisé en premier, mais qui a ensuite été réalisé sous forme de machine, avec une caméra. Donc, c'était un instrument qui était utilisé pour la reconnaissance d'image. C'est une classification linéaire. Je ne sais plus exactement ce qu'il était classifié, mais en gros, il y avait une photographie d'une image ensuite, et dire si c'était ou si c'était pas une certaine chose. Et donc, on peut voir ici à droite une photo de ce perceptron. On a un patch des photoélectrons qui sont connectés aux neurones. Il y a un seul neurone ici, hein, c'est le neurone en entier. Et on a ensuite également des potentiomètres qui correspondent en fait au poids, aux paramètres de notre modèle, qui étaient ajustés de manière à améliorer le modèle. Et en fait, le problème de ce genre de réseau, ce genre de modèle, c'est, comme ça a été prouvé quelques années plus tard dans un livre qui s'appelle Perceptron et qui a en fait ralenti considérablement la recherche en termes de réseau neuronaux dans les années 60, c'est qu'un perceptron de ce type-là, un perceptron simple, est limité aux problèmes linéairement séparables. On ne peut pas apprendre, quoi que ce soit de non linéaire, sauf ce qui est lié à cette fonction d'activation en particulier. Mais c'est la combinaison des neurones qui va permettre d'apprendre des motifs non linéaires plus complexes. En fait, n'hésitez pas à m'interrompre si vous avez des questions. Alors, donc maintenant passer au perceptron multicouche, qui est la forme générale du réseau de neurones tel qu'on l'utilise aujourd'hui. C'est un réseau dans lequel on a au moins une couche cachée, ce qu'on appelle une couche cachée. Ce sont les neurones bleus ici.
évidemment beaucoup plus complexe que l'exemple qu'on avait avant, le perception, mais ça permet également, c'est donc un modèle qui permet d'apprendre des motifs qui sont également plus complexes de manière inhérente. Et lorsqu'on a des réseaux dans lesquels on a au moins deux couches cachées, c'est à ce moment-là qu'on parle d'apprentissage profond, parce que en fait, ces couches cachées permettent de réaliser des abstractions sur les données de plus en plus importantes. Par exemple, on a ici le résultat pour de la reconnaissance de chiffres. Donc, en entrée, on a une image, une matrice de pixels ici, sur laquelle on a un chiffre qui est écrit à la main, voilà, ici. Et en sortie, ce qu'on récupère, c'est un vecteur qu'on appelle un one-hot encoding vector. Donc, un vecteur dans lequel on a une seule composante qui est égale à 1, toutes les autres sont égales à 0. Ça permet de savoir si c'est un cas. Évidemment, il y a 10 composantes. Et donc, on peut voir, dans ce réseau-là, c'est un réseau qui a été développé déjà il y a un certain temps, on peut voir en fait à quoi correspond donc l'entrée, la sortie, mais également les couches intermédiaires, parce qu'on les appelle couches cachées, mais rien ne nous empêche de regarder ce à quoi elles correspondent. Évidemment, c'est juste une manière de représenter les données. Intermédiaire, certes, mais c'est quand même une manière de représenter les données. Et ce qu'on observe, en fait, généralement, dans ces réseaux-là, c'est que plus on avance dans le réseau, plus la manière de représenter les données se fait abstraite. C'est pour ça qu'on parle d'apprentissage profond de type learning. Alors voilà, une question que je me suis posée moi personnellement quand j'ai commencé à m'intéresser à l'apprentissage automatique, c'est que on voit des réseaux neuronaux partout, on entend des réseaux neuronaux un peu partout. Donc il existe beaucoup de classes de modèles, par exemple le Parano, basé sur des polynômes, etc. Mais les gens utilisent majoritairement les réseaux neuronaux et je me suis posé la question de pourquoi ça? Qu'est-ce qui fait que les réseaux de neurones ont un avantage par rapport aux autres méthodes? Et alors, pas certain d'être arrivé à la solution, mais j'ai quelques pistes pour essayer de vous convaincre. Je ne suis toujours pas nécessairement parfaitement convaincu. Mais finalement, c'est une information qui n'est pas si simple que ça à trouver. La première partie, ça fait relativement simple à trouver. Ça concerne ce qu'on appelle les théorèmes d'approximation universelle. Et il y a des chercheurs qui ont montré que ces modèles, en fonction de certains paramètres régissant leur architecture, comme par exemple leur largeur ou leur profondeur, ce que j'en demande beaucoup, permettaient d'approcher des fonctions arbitraires. Et donc, il y a des variantes différentes de ces règles qui existent, des variantes pour une largeur arbitraire ou une profondeur arbitraire. On a par exemple ici un exemple de ce théorème-là pour la profondeur arbitraire, où en gros on va définir une classe de fonctions très générale. En fait, c'est la classe de fonctions qui sont intégrables au sens de Lebesgue. Et donc, on peut montrer qu'il existe un réseau fully connected, c'est-à-dire dont les nœuds sont tous connectés un à un, avec une fonction d'activation relue pour rectifying linear unit, qui est la fonction que vous voyez ici. Donc, avec un certain critère sur la largeur de ce réseau, de manière à ce qu'on ait une certaine erreur qui est minimisée jusqu'à un certain critère de convergence suffisant. Donc, en fait, les réseaux de neurones constituent une classe de fonctions qui permettent d'approximer tout type de fonctions. Donc, des catégories très très larges de fonctions. Mais c'est évidemment le cas également d'autres fonctions. Les polynômes, les classes de polynômes permettent également de faire la même chose. Donc, ça ne répond pas exactement à notre question. C'est un indice, mais ça ne répond pas exactement à notre question. Alors, pour aborder le second point, qui concerne l'optimisation, il faut expliquer un petit peu comment est-ce que les données sont ensuite récupérées dans un réseau de neurones. Donc, au moment de faire la rétroaction, c'est-à-dire de passer du score à une nouvelle transformation, il faut réaliser ce qu'ils appellent la rétropropagation. Donc, on commence déjà par propager les données dans le sens du réseau de neurones, de la gauche vers la droite, donc des entrées vers les sorties. On calcule ensuite nos prédictions et on évalue la fonction objective avec ces prédictions qui est avec les valeurs connues. Et ensuite, donc, pour mettre à jour les poids, ce qui va finalement constituer le processus d'optimisation, ce qu'on fait, c'est qu'on fait passer l'information quelque part un petit peu à l'envers. Je vais vous expliquer comment est-ce que ça fonctionne. Déjà, pour commencer, il faut bien voir que ici, optimiser, vraiment, c'est apprendre. La fonction objective qu'on utilise mesure la performance du modèle en ligne.
Donc, on met les poids à jour via une méthode d'optimisation qui va minimiser ou maximiser le score de sa définition. Donc, on peut utiliser évidemment différentes fonctions objectifs, hein, un petit peu rigolo. Ici, j'ai mis des exemples qui sont habituellement utilisés, comme par exemple la carré moyenne, mais on peut définir tout un tas de fonctions plus ou moins élaborées. On peut également combiner des fonctions objectives si on souhaite optimiser différents critères. Mais bref, c'est cette quantité-là qu'on va chercher à minimiser ou maximiser par optimisation. Et pour ce faire, ce qu'on utilise généralement, c'est une méthode d'optimisation qui s'appelle l'algorithme du gradient, question de gradient, qu'on utilise pour mettre à jour les poids. Donc ici, en haut à droite, vous voyez une fonction objectif qui existe dans un espace de un paramètre ici. Donc en X, on a le paramètre, et en Y, on a une fonction objectif. On peut voir que pour une certaine valeur de W, pardon, on a un minimum au moins local de cette fonction-là. Et le but, c'est donc d'atteindre cette minimum-là en partant d'un certain point. Et en utilisant l'algorithme du gradient, c'est exactement ce qu'on peut faire. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on calcule le gradient de la fonction objective dans la direction de ce paramètre-là. Et ensuite, on met à jour notre poids. Ça, c'était le poids d'itération précédente, c'est le poids d'itération suivante, avec l'information sur ce gradient-là. Et un certain paramètre alpha qui va permettre de faire des sauts plus ou moins longs, plus ou moins grands, en fait. C'est ce qui va quantifier à quel point est-ce qu'on se déplace dans ce paysage-là. Et donc, évidemment, pour utiliser ce genre de méthode, il faut pouvoir calculer le gradient de notre fonction objectif. Alors, il y a d'autres méthodes qui ne nécessitent pas l'utilisation des gradients, comme par exemple des approches basées sur des algorithmes génétiques. Mais c'est un petit peu plus difficile d'évaluer la convergence dans ces cas-là, et la robustesse de ces méthodes est également un petit peu plus basse. Donc, si on peut, généralement, on essaie d'utiliser des méthodes basées sur le. Alors, c'est un petit peu problématique pour nous, nos réseaux de neurones, parce qu'évidemment, il faut qu'on évalue donc, les dérivés de la fonction objective si on souhaite calculer dans l'espace des paramètres. Et les réseaux de neurones d'aujourd'hui peuvent avoir jusqu'à des milliards de paramètres. Donc, c'est le cas pour les modèles de langage qu'on a aujourd'hui. Donc, on ne peut pas évaluer naïvement et directement le gradient, tout simplement parce que c'est trop cher d'un point de vue calcul. Donc, il nous faut une autre solution. Et ce qu'on fait, c'est qu'on utilise ce fameux algorithme de rétropropagation du gradient, où en fait, on va utiliser des maths du lycée, de la règle de dérivation en chaîne, qui permet donc de dériver les compositions de fonctions, de manière à évaluer ces dérivés à un coût de calcul raisonnable. En fait, à chaque étape de notre réseau de neurones, on évalue notre dérivé, notre chaîne de dérivés, par rapport aux opérations qu'on aura fait précédemment. Parce qu'en fait, dans notre réseau de neurones, tout ce qu'on a, c'est des multiplications de matrices et des compositions de fonctions, il n'y a rien d'autre. Donc, on peut séparer le calcul de ce gradient en différentes étapes séquentielles. Et en fait, par exemple, en 4.9, Yann LeCun, qui était à ce moment-là à Red Hat, a appliqué, je crois pour la première fois, cet algorithme de rétropropagation du gradient à des réseaux de neurones, et ça a été notamment une des premières applications pratiques et fructueuses de ces réseaux pour la reconnaissance d'écriture manuscrite de codes postaux sur les enveloppes USPS aux États-Unis. Donc ça, c'est le second avantage, je dirais, des réseaux de neurones. On a une manière relativement simple de calculer un gradient et donc de réaliser l'optimisation de manière réaliste. Le troisième est peut-être un petit peu plus subtil. Donc, ça concerne le surparamétrage. Donc là, sur ces photos, on a Freeman Dyson, un théoricien, à droite, on a Enrico Fermi. Et dans les années 50, si je ne me trompe pas, Dyson avait préparé un modèle pour l'interaction entre certaines particules subatomiques. Et il est allé voir Enrico Fermi pour lui présenter ses résultats. Et son modèle comportait 4 ou 5 paramètres. Et donc, Enrico Fermi lui a demandé combien de modèles combien de paramètres son modèle possédait. Il lui a dit 4 ou 5. Il avait un petit peu de mal à extraire des quantités intéressantes de son modèle. Et là, Enrico Fermi lui a rappelé la phrase de John von Neumann, qui est sans doute un des mathématiciens les plus importants du siècle précédent. Avec 4 paramètres, je peux ajuster ou fitter un éléphant, et avec 5, je peux faire évoluer ça. C'est d'ailleurs vrai, on peut rencontrer les gens qui l'ont fait. Avec des fonctions complexes, c'est un peu triché, mais c'est un peu quand même fait. Mais bref, tout ça pour dire que c'est important de maintenir la parcimonie d'un modèle d'une manière générale. En tout cas, c'est ce qu'on fait lorsqu'on fait la modélisation en sciences classiques. Parce que sinon, on risque de décrire correctement toutes les observations qu'on a,
mais le modèle peut être quand même fondamentalement correct. Par exemple, si on lui montre des données qu'on ne lui a jamais montrées, s'il est surentraîné, il risque de prédire quelque chose de faux, de très faux, parce qu'il aura été surajusté par rapport à ces données d'entraînement. Et donc, en général, on sait également que si on souhaite résoudre n équations, il faut n inconnus. Mais cela dit, avec tout cela, on sait également que dans les réseaux de neurones, ces réseaux de neurones-là possèdent énormément de paramètres. Et également, ce sont des modèles qui fonctionnent bien lorsque le nombre de paramètres est largement plus élevé que la quantité de données d'entraînement. Alors pourquoi ça? Et il y a des chercheurs qui ont répondu à ça il y a seulement 2 ans, en fait, maintenant, et qui ont justifié en fait l'avantage du surparamétrage pour une grande classe de modèles, hein, pas que pour les réseaux de neurones, mais notamment les réseaux profonds. En fait, ils ont montré que c'était nécessaire de surparamétrer de manière à faire une interpolation entre les données qu'on observe, de manière lisse, au sens mathématique, indéfiniment dérivable. Et en fait, ils ont également montré que l'interpolation lisse, par rapport à l'interpolation simple, nécessite d fois plus de paramètres, où d est la dimension effective de nos données. La dimension effective, ce n'est pas la dimension qu'on utilise pour nos données, c'est la dimension réelle qu'on ne peut pas nécessairement mesurer, mais que prennent nos données dans l'espace qu'on a choisi pour les représenter. Et donc, on peut regarder ce graphe qui est adapté de l'hypothèse de Marie-Gabriel. On voit dans ce qu'on appelle l'erreur de généralisation, c'est-à-dire l'erreur qu'on commet lorsqu'on regarde à quel point est-ce que notre modèle est bon pour des données qui n'ont pas été utilisées pour les données. On voit qu'en fait, lorsqu'on commence à faire augmenter le nombre de paramètres, on dit ici on a un nombre de paramètres, on a le régime classique où on a un dième entre le biais et la variance. On peut voir que l'erreur de génération diminue, puis commence à augmenter. Et ici, c'est là qu'on atteint en fait le surparamétrage, au sens classique. Ensuite, une fois qu'on dépasse ce cap-là, on a une diminution de l'erreur de généralisation parce qu'on réalise une interpolation plus lisse. Parce qu'on a beaucoup de paramètres par rapport à la quantité de données. Et donc, ici, vraiment, le surparamétrage, c'est une condition nécessaire à la robustesse d'un réseau de neurones. C'est une des seules choses qui permet de pouvoir l'utiliser sur des données qui n'ont pas été utilisées pour son entraînement. C'est vraiment un résultat très important. Je vais un petit peu parler sur des bonnes pratiques sur la conception et l'optimisation d'un modèle, notamment ici sur ce qu'on appelle les hyperparamètres. Donc, on a beaucoup d'hyperparamètres qu'il faut sélectionner lorsqu'on souhaite préparer et optimiser un réseau de neurones. Et bon, ouais, à vrai dire, en pratique, ça rend l'apprentissage automatique plus proche de l'ingénierie que de la science parce qu'on ne sait pas nécessairement a priori quels sont les bons hyperparamètres, on n'est pas nécessairement toujours capable de scanner toutes les valeurs de nos hyperparamètres. Donc, on ne contrôle pas exactement tout dans notre modèle. Et c'est important parce que ces hyperparamètres peuvent affecter la précision du modèle, le coût de calcul, à quel point est-ce que ce modèle-là sera cher à utiliser, ou tout simplement la généralité d'un modèle. Donc, choisir ces hyperparamètres, c'est une des étapes clés lorsqu'on réalise ce genre de modèle. On a 2 classes différentes d'hyperparamètres. D'une part, ceux qui sont liés au processus d'optimisation, par exemple le taux d'apprentissage, ce paramètre alpha dont on parlait, permet de changer un petit peu la différence qu'on parcourt dans l'espace des paramètres. Et également d'autres, notamment par exemple simplement le nombre d'itérations qu'on fait dans le cycle d'optimisation. Et on a également des hyperparamètres de modélisation, par exemple l'architecture du réseau, la profondeur ou sa largeur, ce qu'on appelle le dropout rate. Alors, je n'ai pas pris ça ici, mais en gros, c'est le nombre de connexions qu'on a, le nombre de connexions qu'on supprime plutôt entre des neurones, ce qui permet de régulariser un petit peu le modèle. La fonction d'optimisation qu'on choisit, ou la fonction d'objectif, etc. Donc, ces hyperparamètres-là modifient l'architecture du modèle. Et donc, ce qu'on fait lorsqu'on choisit des hyperparamètres, c'est qu'on essaie de limiter ce qu'on appelle le surentraînement. Là, j'ai mis un exemple de ce que c'est que le surentraînement. Ici, on a des points de données, rouge ou bleu, et on a 2 modèles différents, la ligne noire et la ligne verte. Alors, la ligne noire est assez lisse, assez simple, et elle ne sépare les points rouges et les points bleus que de manière, sans doute de manière suffisante, mais pas de manière parfaite. Par contre, la ligne verte, elle, sépare les points de manière parfaite, mais si on utilise le modèle vert pour des données qui n'ont pas encore été incluses ici, on aura sans doute une erreur bien plus élevée que pour le modèle noir, tout simplement parce qu'il est surentraîné sur les points de données qui sont présentés ici.
Ça, c'est exactement ce qu'on veut éviter lorsqu'on conçoit un modèle, lorsqu'on l'optimise. Alors, pour ça, il y a plusieurs solutions relativement simples. La plus simple, je dirais, c'est la partition de données. On a ici nos données, des carrés gris. On va déjà les partitionner en un jeu d'entraînement et un jeu de test. Alors, les valeurs qu'on utilise pour ça sont un petit peu arbitraires, il y a des valeurs qui fonctionnent plus ou moins bien. Ça dépend également du problème d'optimisation et du modèle qu'on essaie d'apprendre. Mais en gros, les données potentiellement permettront donc de calculer la fonction politique précédente et donc de faire le processus d'optimisation en demain. Et le jeu de test sera utilisé pour vérifier la généralité du modèle à la toute. On peut également encore partitionner nos données d'entraînement entre des données d'entraînement et des données de validation. En fait, ces données de validation, c'est ce qu'on utilise pour ajuster, sous une forme d'optimisation à la main, les hyperparamètres du modèle. Et ça permettra donc d'identifier la complexité appropriée au modèle. Donc, ce qu'on fait en pratique, c'est qu'on commence par optimiser le modèle avec le jeu d'entraînement. Ensuite, on évalue l'erreur commise sur le jeu de validation, l'optimisation imprimée. Puis, à partir de ça, on ajuste les hyperparamètres du modèle. Les hyperparamètres d'optimisation, on peut les ajuster à part avant lorsqu'on réalise une seule optimisation. On n'a pas besoin de le faire de manière systématique. Et ici, on pourra changer la complexité du modèle, rajouter des couches, changer des couches, etc. Et on répète donc les opérations 1 et 3 jusqu'à la finale. On ne fait pas une optimisation, on fait en fait beaucoup d'optimisations. C'est pour ça également que c'est coûteux souvent d'optimiser ce genre de modèle. Et finalement, à la toute fin, on évalue la qualité finale du modèle avec le jeu de test. Et c'est important de ne pas montrer le jeu de test au modèle au cours de ce processus-là, mais uniquement de le garder pour la toute fin. Ça permet de retirer un petit peu de biais dans le processus. Voilà, donc à partir de ça, on est censé être capable de réaliser, de concevoir et d'optimiser les modèles de manière systématique. Il y a également d'autres techniques qui peuvent être utilisées pour maîtriser et contrôler l'erreur de généralité qu'on fait sur les modèles. Par exemple, on peut utiliser non pas un seul modèle, mais un ensemble, une distribution de dizaines de modèles, par exemple, qui auront été entraînés sur des données un petit peu différentes, ou tout simplement où la stochasticité des algorithmes d'optimisation suffit pour obtenir des modèles un peu différents. Mais bref, on obtient une distribution de modèles différents. Lorsqu'on leur montre de nouveaux jeux de données, on peut donc obtenir une distribution de prédiction également. Et certaines propriétés de cette distribution de prédiction sont reliées directement à l'erreur de généralisation. Par exemple, la variance de la distribution nous permet de savoir un petit peu à quel point est-ce qu'on peut être en confiance ou pas sur la prédiction que nous donne le modèle. Il y a différentes méthodes qui ont été développées par le passé et qui sont utilisées de manière courante pour contrôler ce qui fait finalement peur à beaucoup de monde et pour de bonnes raisons, à quel point est-ce que notre modèle fonctionne ou pas, et à quel point est-ce qu'on peut lui faire confiance. Je vais passer maintenant à des applications aux approches expérimentales. Et donc, je vais vous présenter deux articles que j'ai trouvé intéressants. J'ai également fait une liste de plusieurs articles, si ça vous intéresse. Donc, le premier, c'est un article par des chercheurs qui sont pas loin, à l'UGB, sur les propriétés de verre et de fondu d'aluminosilicate. Et donc, en fait, ce qu'ils ont cherché à faire, c'est de réaliser donc, une relation entre la structure et la propriété, ou techniquement entre la composition de la structure et la propriété de ces verres-là, à partir de données expérimentales qu'ils ont eux mesurées ou qu'ils ont récupérées dans la bibliographie. Par exemple, ça peut être la viscosité, l'indice de réfraction, etc. Alors, ce qui est intéressant dans ce modèle-là, c'est qu'il incorpore également des modèles thermodynamiques, ce qui permet donc de tester différentes théories et différents modèles empiriques pour voir les prédictions qui sont faites. Et ce modèle permet également, d'ailleurs c'est assez intéressant, de prédire des spectres rares. Donc ça, par exemple, c'est les données qui ont été utilisées pour l'entraînement. Donc ici, on a des diagrammes de composition kernel en fonction des qui sont étudiés, différentes propriétés ici. Les chercheurs ont utilisé plutôt des jeux de données différents en fonction des propriétés qu'ils mesuraient, parce qu'ils n'avaient pas nécessairement toujours accès à la même information pour toutes les compositions. Donc ici, c'est assez intéressant parce qu'il y avait notamment peu de données pour les spectres rares, si je ne dis pas de bêtises. Et on peut, en fait, en apprenant un modèle commun, global, améliorer un petit peu les prédictions sur certaines quantités, là où les données sont relativement rares. Évidemment, la prédiction de la qualité, prédiction sur les spectres rares, comme
présenté par les auteurs n'est pas aussi élevé que sur les autres propriétés, mais on peut quand même voir des choses relativement intéressantes. Voilà l'architecture de leur modèle. En fait, en entrée, on a tout simplement la composition de nos systèmes, qui fait ensuite passer à travers un réseau de neurones standard, exactement comme ce qu'on a vu précédemment. On a donc 4 couches cachées ici, j'imagine que le cas est ajusté. Et en sortie, ce qu'on récupère, c'est donc, par exemple, un signal Raman, qui va nous donner des informations sur la structure du matériau, des propriétés directement comme la densité ou la fraction, mais également des grandeurs thermo, qui va ensuite pouvoir injecter dans un certain modèle ou une certaine théorie thermodynamique pour prédire ensuite des quantités dépendant de la température, par exemple, comme la viscosité. Et donc ici, on a ce que vous savez, une approche transthéorique parce qu'on peut comparer, ici, intégrer dans ce modèle thermodynamique, qui permet de prédire la viscosité à partir de grandeurs latentes en fait, qui sont utilisées dans ce modèle. Par exemple, la mass transition pattern en fait partie. Donc, le modèle apprend la TG et ensuite inséré dans le modèle thermodynamique. Et donc ici, on peut voir par exemple des prédictions, des comparaisons plutôt entre prédictions et résultats expérimentaux. Pendant que ici, on a une température inverse, on dirait qu'on a une viscosité. Pour différentes compositions. Je crois que les lignes sont des prédictions de 2 modèles différents et les points sont donc les points donnés expérimentaux. On voit qu'on a un accord qui est plutôt bon, un différent degré de température. Et donc ça me permet également, c'est assez intéressant, de comparer différents modèles théoriques qui sont couramment utilisés dans la littérature. Comme je disais, on peut également utiliser ce modèle-là pour établir des spectres Raman. Ici, on a les spectres Raman pour un certain système en fonction ici de la fraction de NA de l'eau. Donc à gauche, on a une comparaison avec les résultats expérimentaux. On voit que c'est quand même plutôt satisfaisant, même si peut-être un petit peu plus qualitatif que quantitatif dans certains régimes. Mais on voit quand même qu'on peut reproduire au moins des tendances. Et évidemment, étant donné qu'on a accès à un modèle, on n'est pas limité à certaines compositions ponctuelles, on peut carrément réaliser des cartes où on va regarder la composition, enfin le fait vraiment en fonction de la composition de manière continue pour vraiment apprendre plus sur notre système. Et alors, je l'ai pas dit, mais ce modèle-là est directement accessible à ce lien-là. On peut l'utiliser avec vos données à vous, tout simplement. Et le but, ce serait peut-être d'y contribuer dans le futur à l'IMPMC, notamment avec Laurent Coran. Ça fait partie des choses qu'on fera peut-être à l'IMPMC. Je vais passer à mon deuxième exemple qui concerne la microscopie ici. Et d'ailleurs, le code est également disponible ici. Vous pouvez avoir accès aux modèles qui sont présentés. Et ici, en fait, ce que ces auteurs-là présentent, c'est une sorte d'environnement générique pour l'utilisateur, principalement, délocalisé, c'est-à-dire sur des serveurs en ligne, pour l'utilisation et l'optimisation de modèles différents appliqués à la microscopie. Et donc, ici, on peut développer, à partir de ses propres données, différents réseaux de neurones standards à partir de modèles standards. On peut ensuite utiliser directement sur ces données. Et ce pour réaliser différentes tâches, par exemple de la segmentation d'images, de la détection d'objets, du débruitage, d'autres plus subtils, comme par exemple la transformation d'image à image, si je peux passer par exemple certains types de microscopie à un autre type de microscopie, ou de la microscopie à super résolution. On peut faire beaucoup de choses différentes, et ce qui est intéressant, c'est ce qui est intégré, ce sont des méthodes qui sont relativement rodées, qui ont été publiées, évidemment, donc on va voir à quoi est-ce que ça correspond. Et donc, l'effet boîte noire est un petit peu limité. Voilà la manière dont ça fonctionne. Alors, à gauche, on a les différentes architectures à partir de l'acquisition de données, l'entraînement et l'obtention d'un modèle prédictif. Et en fait, ce qui est fait dans cette méthode-là, c'est qu'on réalise systématiquement l'entraînement sur des serveurs délocalisés. Ensuite, on peut récupérer le modèle pour faire nos prédictions sur notre propre machine et utiliser le modèle a posteriori ou garder ça, encore une fois, sur des serveurs pour réaliser des prédictions. C'est relativement flexible et ça fonctionne notamment sur Google Colab, qui est un site qui permet d'utiliser des ressources GPU notamment. Donc c'est sans doute quelque chose de relativement pratique pour quelqu'un qui aimerait se lancer là-dedans sans avoir à investir en informatique, en carte graphique, etc. Ou nécessairement également en trop de développement. Et ce qui est fait notamment, c'est que au cours de l'entraînement, plutôt après l'entraînement,
il y a toute une série d'opérations de contrôle qualité, on va dire, qui sont réalisées de manière systématique, qui permet donc d'évaluer un petit peu à quel point est-ce que notre modèle est prédictif. Et donc voilà ce qu'on peut voir en termes d'évaluation de contrôle qualité, typiquement, tout. Donc à gauche, ce que vous avez, c'est des courbes, ce qu'on appelle des courbes d'apprentissage. Donc vous voyez en X, on a l'itération de l'optimisation. En Y, on a la quantité, la fonction objectif qu'on essaie de minimiser. On a également deux courbes. On a donc cette fonction objectif calculée pour le jeu d'entraînement et la même fonction d'objectif calculée pour le jeu de validation. Donc, on peut voir ici que les deux convergent à peu près vers la même valeur, ce qui est un assez bon signe. Ce qui est un mauvais signe, c'est quand l'une, enfin, notamment quand l'erreur de validation commence à diverger et à augmenter, alors que l'erreur d'entraînement continue à baisser. Là, ça veut dire que notre modèle est surentraîné, il arrive parfaitement bien à reproduire les données d'entraînement, mais que les données de validation sont complètement poussées. Ça, ça nous permet de savoir si, voilà, si on utilise un modèle sur cet environnement-là, dans cet environnement-là, est-ce que le modèle qu'on obtient est utilisable ou pas, et tout de suite le contrôler avec ce genre de données. On peut également voir d'autres quantités, par exemple, le calcul entre la différence entre la source et la prédiction sur des images, qui vont nous permettre de savoir à quel point est-ce qu'on fait une erreur plus ou moins globale, plus ou moins locale. Est-ce qu'il y a vraiment des quantités qu'on a du mal à reproduire ou pas? Ça va nous permettre de voir si c'est le cas. Et donc finalement, un petit exemple de ce qui peut être fait ici en détection et en suivi d'objets, c'est pour la migration cellulaire. Donc à gauche, ce que vous voyez, c'est ce que les chercheurs ont donné comme catégorie en entrée. Alors j'imagine qu'il n'y a pas que ça, il peut y avoir une données. Et c'est le type d'objets qui sont identifiés. Dans des yeux quand c'est divisé. Je ne suis pas un expert, j'espère que je ne dis pas beaucoup de bêtises. Mais bref, et en sortie, ce qu'on obtient donc, c'est tout simplement un modèle qui nous permet d'analyser de nouvelles images d'une certaine résolution, j'imagine, et qui permet donc d'identifier et de réaliser des statistiques sur les objets qui sont identifiés sur des images qui peuvent être, par exemple, des moments. Ça nous permet de faire du comptage, tout simplement d'identifier des motifs qui peuvent être un peu laborieux à compter. Alors évidemment, il y a beaucoup de ces méthodes-là qui sont également directement intégrées, j'imagine, dans le firmware des machines qu'on utilise aujourd'hui en caractérisation. Mais l'avantage de ce genre de méthode, c'est qu'on a peut-être plus de contrôle sur ce qu'on fait exactement, sur la qualité du modèle, finalement, évidemment, lorsqu'on développe. Ah oui, voilà ma page de bibliographie, donc j'ai quelques références en plus sur ce genre d'application. J'ai un groupe Zotero, donc de bibliographie partagée. Si jamais vous êtes intéressé, je compte faire de la veille sur ce sujet-là. Donc vous m'écrivez, je vous rajoute à ce groupe partagé, vous aurez accès à toutes les publications que j'aurai trouvées en tout cas. Et n'hésitez pas à en rajouter d'autres également si ça vous intéresse. Je vais passer aux conclusions avec cette situation un petit peu provocante, évidemment. L'apprentissage automatique ne remplacera pas les scientifiques, mais les scientifiques qui utilisent l'apprentissage automatique vraiment pour remplacer ceux qui ne le font pas. C'est une citation qui est issue de cette. Voilà. Je ne sais pas si c'est vrai, je ne sais pas à quelle vitesse est-ce que ça deviendra vrai. Je ne sais pas si c'est non plus souhaitable, mais en tout cas, c'est dans tous les cas important et intéressant, je pense, de s'informer sur ces méthodes-là et de les comprendre, notamment si on souhaite les utiliser. Parce qu'en effet, c'est important d'avoir une bonne compréhension des méthodes de base lorsqu'on souhaite, même pas développer, mais au moins utiliser, être utilisateur de ce type de méthode. Et donc, oui, il est tout à fait possible, et d'ailleurs assez répandu, d'établir la robustesse du modèle selon les critères. Et malgré tous ces défauts, au moins l'apprentissage automatique aura permis, je pense, de familiariser les scientifiques avec tous ces concepts de robustesse de modèle qui sont propres à l'optimisation et qui étaient malheureusement peu employés par le passé, notamment lorsqu'on voit des ajustements de courbe dans les articles, on voit souvent rien du tout, ou alors juste un R carré sur les données d'entraînement utilisées pour réaliser ces ajustements. Donc, au moins, l'apprentissage automatique aura permis de répondre un petit peu à ces outils qu'on n'est pas obligé d'utiliser uniquement dans des modèles complexes. On peut vraiment les utiliser dans des modèles tout simples, sur des régressions linéaires à deux paramètres, on peut les utiliser sans problème. Et finalement, ce que je voulais dire également, c'est que de nombreux outils, notamment pour la microscopie, sont déjà là, sont déjà publiés, sont répandus, sont utilisés même et sont accessibles. Donc, on peut vous encourager à le faire également. Voilà, merci. Merci à tous.
Et c'est le moment des questions, donc n'hésitez pas. Et en ligne aussi, n'hésitez pas à vous signaler sur la conversation et je vous donnerai la parole. C'est parti. Oui, Maïf. Merci Arthur. Mais, je me demande quel est le rôle de la fonction d'activation La fonction d'activation. et aussi le choix de cette fonction en quel critère Alors, il y a deux catégories déjà de fonctions d'activation qui existent généralement. Il y a celles qui sont continues, dérivables, ou moins lisses. Ça, c'est généralement bien adapté à tout ce qui se fait en régression. Et lorsqu'on fait de la classification, par exemple, dire à quelle catégorie appartient différents objets, dans ces cas-là, on peut utiliser des fonctions d'activation qui sont non linéaires, enfin, pas non linéaires, mais qui ne sont pas nécessairement continues, comme par exemple les fonctions de Heaviside ou des choses comme ça. Ça répond peut-être un petit peu à ta deuxième partie. Je veux dire qu'en général, le choix de la fonction d'activation ne se fait pas nécessairement, enfin, c'est pas nécessairement si simple que ça de dire a priori, fonction d'activation, le mieux c'est de tester différents pour voir ce qui fonctionne le mieux. Et donc l'utilité de la fonction d'activation, c'est vraiment d'injecter des non-linéarités dans notre. En fait, à la base, la fonction d'activation, d'ailleurs, on l'appelle comme ça, parce qu'il y a une analogie plus ou moins légère et correcte sur les neurones biologiques. En fait, dans un neurone, si je ne dis pas de bêtises à nouveau, pour que le signal soit transmis d'un neurone à l'autre, il faut qu'il y ait une certaine différence de potentiel entre les deux neurones. Et en fait, ça agit comme une sorte de porte. Si la différence de potentiel est suffisamment élevée, l'information est transmise. Si ce n'est pas le cas, elle n'est pas transmise. Et donc, ça permet vraiment d'apprendre ça permet d'injecter de la non-linéarité dans le modèle et d'apprendre des motifs hautement complexes. J'espère que je vais répondre à la question. Merci pour l'exposé, c'était très clair. Donc, une question, la réponse sera dans les articles que je vais lire, mais par exemple, sur la microscopie, l'exemple que tu nous as montré, ce qui représente le jeu d'entraînement, par exemple. La quantité de données. Ouais. Alors, ça dépend, ça dépend vraiment des modèles. Il y a des modèles qui ont besoin d'énormément d'images, et il y en a d'autres pour lesquels ce n'est pas le cas. Généralement, j'ai quand même l'impression que lorsqu'on essaye de faire des modèles à partir d'images, ce qu'on appelle des réseaux de neurones par convolution, on a besoin de relativement grands jeux de données. Après, il faut que je vérifie correctement dans ce papier-là. Comme tu dis, ça doit être disponible dans l'article. À mon avis, c'est quand même de l'ordre de milliers ou au moins de la dizaine de milliers, au bas mot. Mais il existe vraiment des méthodes qui ont été développées récemment qui permettent de travailler quand même lorsque les données, lorsqu'on a accès à peu de données. Parce que c'est un problème dans beaucoup de champs différents, pas que dans les champs scientifiques. Également dans d'autres champs, on peut faire par exemple de l'apprentissage par transfert. On va par exemple entraîner un modèle avec des données abondantes, qui sont un peu différentes de ce qu'on veut faire exactement, puis ensuite entraîner un autre modèle, corriger plutôt ce modèle avec nos données réduites. De cette manière-là, on a une tâche d'optimisation plus simple, parce qu'on a déjà appris la majeure partie de l'information. On n'a plus qu'à corriger les modèles pour l'ajuster. C'est beaucoup fait en sciences des matériaux computationnels. Je pense qu'il y a des gens qui ont utilisé ce genre de méthode pour l'imagerie, parce qu'on travaille avec des images pour la système. Alors, j'ai plusieurs questions, j'essaie de les clusteriser en deux groupes. Alors, les premières, c'est concernant les temps d'apprentissage. D'un point de vue presque philosophique, je peux imaginer qu'avec un temps infini, je peux tout apprendre. Donc, on choisit combien de temps on donne au système, ce nombre d'itérations. Et encore, si l'apprentissage est toujours linéaire. Dans mon cas, je sais bien que ce n'est pas linéaire. Le jour où je ne comprends rien, le jour où je comprends. Dans ce cas-là, ça marche comment? Oui, alors, dans les modèles linéaires, on peut directement obtenir des paramètres, une seule itération, la bêtise, avec les mondes de carré, en tout cas. Mais pour ce qui est donc des modèles génériques d'apprentissage automatique, généralement, ce qu'on fait, pour décider là où on va s'arrêter, parce qu'à un moment, ça devient inutile d'apprendre le modèle, ça va dépendre évidemment de beaucoup de paramètres. Par exemple, le alpha qu'on voyait dans la méthode du gradient, généralement, on n'utilise pas un alpha constant, mais un alpha qui s'adapte. Parce que ce qu'on souhaite au début de l'optimisation, c'est de se déplacer largement dans le paysage de la fonction objectif. Ce n'est pas nécessairement ce qu'on souhaite faire à la fin de l'optimisation, lorsqu'on peut vraiment converger localement dans le milieu qu'on va trouver.
Mais en gros, donc, on regarde notre fonction objectif en fonction du nombre d'itérations. C'est à partir de ça qu'on peut définir la précision qu'on souhaite, plutôt la précision qu'on considérera comme accessible, comme acceptable, et également dans la limite des ressources de simulation on a ces deux limites-là. Hein. Qu'est-ce qu'on veut comme précision et jusqu'où est-ce qu'on peut faire tourner notre processus d'optimisation. En pratique, je dirais peut-être sur des modèles réalistes, comme ceux qu'on a vus tout à l'heure, peut-être 1 ou 2 jours d'entraînement sur des cartes graphiques. Alors, on s'améliore toujours, on n'est jamais derrière, parce que des fois, on prend pas l'erreur. Est-ce qu'il y a un impact pour quelque chose qui marche pire, pour quelque chose qui après, ça marche mieux On peut sans doute toujours améliorer un modèle, mais finalement, non, tous les modèles sont faux, il y en a certains qui sont utiles. Mais par exemple, tu vois, on pourrait s'arrêter ici et considérer que c'est la précision qu'on a, en tout cas, et évaluer la qualité de ce modèle à ce point-là. Voir si il nous donne des prédictions que nous, on juge réalistes, que nous, on juge suffisantes. Si c'est le cas, on n'aura pas nécessairement besoin d'optimiser. Mais tu as raison, on peut toujours améliorer, on peut toujours ajuster mieux les paramètres de notre modèle que minimiser notre fonction. Il y avait une question dans le fond et après un parcours. Vous avez dit que quand il y a pas de. En fait, c'est un peu une boîte noire, le modèle. Ça dépend du modèle, mais ouais. Ouais, mais du coup, ça veut dire qu'à un moment, quand on fait notre process de validation, on fait notre étape de test, etc. Ouais. Et à partir de ce moment-là, on assume que le modèle il est juste sans qu'on ait aucun contrôle, sans qu'il n'y ait aucune formule de type derrière qui permettre de vérifier que même si je donne des données qui sont un peu nouvelles, un peu exotiques, elles ne vont pas être trop exotiques pour le modèle et que ça ne va pas donner n'importe quoi. Donc, à un moment où je fais confiance au modèle, en disant, là, ce qu'il me donne, c'est juste et j'ai plus moyen de. Tu mets le doigt sur un problème important, le problème de la généralisation. Alors, évidemment, il y a plusieurs choses qu'on peut quand même faire. La première, c'est je parlais du boîte noire, on peut extraire de l'interprétabilité de ces modèles-là. Par exemple, en fonction de la régression symbolique, on peut se révéler sur les modèles qu'on a appris. Ce qui nous permettra ensuite de comprendre à quel point est-ce que différentes parties du modèle, en fait, de simplifier notre modèle de manière à rendre interprétable pour un humain. Donc on peut faire ce genre de choses. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Évidemment, comme j'ai dit, on peut tester de manière systématique la qualité d'un modèle au moment de la validation, comme ça on a parlé. Et la dernière chose, je pense qu'on peut faire, et qui est un sujet important, je pense que c'est un peu bien au courant, c'est d'essayer d'apprendre une incertitude sur la mesure qui va nous permettre donc d'avoir une certaine confiance au modèle, comme dans n'importe quel modèle finalement. L'avantage des autres modèles, évidemment, c'est qu'ils sont basés sur la physique ou sur la chimie, etc. Et donc, a priori, on a un petit peu plus confiance en des modèles qui sont basés sur des choses qui ont été prouvées fonctionner depuis assez longtemps. Mais finalement, le problème est exactement le même. C'est qu'à un moment, voilà, on a un modèle et faire des prédictions, de trouver un moyen d'avoir confiance en ce modèle-là, ça peut être des critères quantitatifs, ça peut être plus qualitatif, mais on a pas mal d'outils pour essayer de contrôler ça. Si par exemple, on fait des sciences des matériaux, des comme la DFS, c'est très compliqué, etc. Mais il y a des moments où tu peux faire des trucs et dire, OK, mais là, mes entrées sont convergées ou pas. Alors que là, du coup, par exemple, si tu utilises un potentiel de machine learning, tu dis, OK, là, j'assume, le potentiel va marcher. Exactement. Alors, en fait, tu fais la même chose, hein, parce que ton modèle est basé sur la donnée, sur les données. C'est ça vraiment le rouage de ce modèle-là. Par exemple, si on souhaite comparer des orbites dynamiques, voir si on a une convergence ou des choses comme ça en vérité, là, tout ce que tu peux faire, c'est de comparer certaines données, des données extérieures à ton jeu d'entraînement, aux prédictions du modèle. Ça, finalement, ça revient à la même chose. C'est juste que la nature du modèle est basée sur les données. Justement, Arthur vient de mentionner le fait qu'on a un étudiant de master qu'on cadre qui sur le côté travaille sur la prise en compte des incertitudes dans les données comme valeur ajoutée, pas juste comme une nuisance quelque part. Donc là, on ne va pas rentrer dans les détails techniques, mais là, ce que je vois en suivant un peu, pas de loin, relativement près ce travail, c'est qu'il y a toute une galère sur la partie qui est montrée sur notre slide, justement la largeur, la profondeur, les époques, les batchs,
Et puis, alors, on peut utiliser des optimizers comme Adam, qui sont des librairies qui existent en ligne. Mais après, on découvre que là, on ne sait pas trop, PyTorch, là, on ne sait pas trop comment sont comment elle est faite vraiment la descente des gradients. Donc, quelque part, c'est un moment où, évidemment, c'est très bouillonnant. Mais là, des petites questions très techniques qui ne sont pas dans la grande philosophie de l'apprentissage automatique. Et voilà où j'ai du mal, moi, je suis trop âgé évidemment, mais j'ai du mal à voir à quel point on peut tout chercher dans des librairies type Adam ou PyTorch, je ne sais pas quoi, et puis ne rien comprendre de ce qu'ils font, et si on essaie de l'adapter à nos besoins à nous, ça devient vraiment compliqué, ça devient vraiment une galère. Et Zachary galère beaucoup, tout en étant un grand expert exactement sur ce point-là. En plus, Zachary, lui, il a décidé, si je ne me trompe pas, de reprendre les modèles de A à Z, c'est ça, de recoder lui, ce qui est vraiment un effort louable d'ailleurs, mais c'est vrai que c'est énormément de boulot, parce que ces librairies-là, c'est vrai qu'on contrôle pas tout, pas nécessairement tout, enfin, on a toujours accès au code, hein, etc., on peut toujours voir ce qui se passe dans le code, etc., mais en pratique, on n'a pas nécessairement le temps de comprendre tous les étapes parallèles. Mais ces librairies-là donc, ont été vraiment optimisées de manière à accélérer le calcul, donc si on suit à atteindre le même niveau d'accélération, c'est assez difficile. Mais ouais, je peux que vraiment encourager les gens qui comptent utiliser, encore plus développer évidemment ce genre de méthode, de vraiment prêter attention à tous les hyperparamètres. Il y en a beaucoup, mais finalement, il n'y en a pas non plus tant que ça, peut-être une vingtaine, quelque chose comme ça. Et d'essayer de comprendre leur sens mathématique, de manière à contrôler l'impact. C'est vraiment important dans ce genre de modèle où justement ce sont les données qui sont au cœur et plus une forme fonctionnelle simple qui nous permet qu'on comprend, qu'on peut contrôler au moins un petit peu. Oui, c'est vraiment critique. Non, en fait, c'est vraiment dans l'axe de ces deux questions. Hein. Effectivement, tu as dit la différence, elle est là. Si j'ai un modèle physico-chimique avec une formule, je sais pas, K égale A et puissance moins E sur T, par exemple, effectivement, c'est pas très différent, mais effectivement, on saisit le modèle, on pense qu'on le saisit physiquement. Bon, là, le modèle, moi, ce qui me manque, entre guillemets, mais je sais pas, c'est que j'ai pas d'outils. Alors, tu parlais d'outils qualitatifs qui permettent de contrôler. J'ai pas d'outils qui me permettent de saisir le modèle. Comme la loi d'Arrhenius, par exemple, qui est tout aussi un modèle et pas plus fortement fondé en théorie que le truc qui sort des données, là, qu'on a là. Actuellement, donc, mais par contre, il y a un truc qui manque, enfin, j'en sais rien, mais ça existe sûrement, c'est ce truc intégrateur que me donne la formule d'Arrhenius, par exemple. Je vois pas l'équivalent dans le modèle. Bien sûr, et du coup, est-ce qu'il y a des paramètres intégrateurs? Je sais pas, on parle beaucoup, je sais que c'est très galvaudé et tout, mais je sais pas, la complexité du modèle, ou des paramètres intégrateurs qui permettraient de caractériser le modèle un peu, alors c'est pas une formule parce que c'est bien une formule, mais disons qui permettrait d'avoir un peu la même appréhension au moins du modèle qu'une formule. Ouais, alors il y a plusieurs composants. Déjà, il faut bien voir que, je pense que tu l'as bien compris, tu as de dire, il y a en effet des formules qu'on peut écrire derrière chaque réseau de neurones. On peut l'écrire comme une suite d'opérations. C'est vrai, une suite d'opérations linéaires, des opérations non linéaires. Donc, quelque part, le modèle existe, on peut, si on est suffisamment on peut l'interpréter, mais il y a quand même. Ouais, il y a des voilà, c'est exactement. Donc, c'est pour ça qu'en fait, à partir de ça, ensuite, il y a des gens qui font une sorte de simplification du modèle pour récupérer l'essence un peu du modèle en fonction de quantité que nous, on peut interpréter en tout cas. Donc, par exemple, il y a la régression symbolique. C'est quelque chose qui peut être fait pour extraire un peu l'essence interprétable de ce modèle. Évidemment, on simplifie le modèle, donc on arrive systématiquement, on n'arrivera jamais à un modèle meilleur que celui qu'on a déjà, on arrive systématiquement à un modèle au moins un petit peu plus bon que celui qu'on a d'apprentissage automatique, mais ça permet donc d'extraire de l'interprétabilité et ça permet également d'utiliser des modèles qui sont plus contrôlables, dont l'erreur de généralisation sera sans doute plus faible parce qu'au moins on a une forme fonctionnelle un petit peu simple.
Alors, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent sur l'interprétabilité des modèles. Je ne connais pas grand-chose, malheureusement, mais je peux essayer de regarder si je peux des. Ouais, parce que le forme fonctionnelle lié à ce que tu montres là sur cette slide, je ne vois vraiment pas la tête de ça. Ah oui, bah oui, ça c'est super. Non, mais c'est super facile, quoi. Mais c'est, Après, techniquement, tu vois, par exemple, là, on a des données à gauche, c'est des spectres à des certaines valeurs de composition. Donc là, tu peux comparer directement l'expérience, mais ensuite, à droite, tu peux regarder ce que le modèle prédit pour toute la gamme de composition et tu peux regarder s'il y a vraiment des aberrations ou des choses ridicules. Mais c'est pas quelque chose qu'on peut faire systématiquement pour tous les cas d'étude. Et dans tous les cas, il y aura toujours, par exemple, pour la détection d'objets, ou ce genre de choses, il y aura toujours des erreurs, des faux positifs, des faux négatifs, etc. Le but, c'est de quantifier statistiquement combien est-ce qu'on en a et si c'est vraiment important. Une dernière question, et puis on s'arrête. Merci pour le webinaire, c'est très didactique, super clair. Une question sur le choix des hyperparamètres. Dans l'idéal, il faudrait tester toute la combinatoire finalement des hyperparamètres pour trouver le meilleur modèle. Est-ce qu'il y a déjà eu des études sur des liens de causalité ou de corrélation entre les hyperparamètres? Est-ce que de choisir certaines valeurs d'hyperparamètres peut influencer d'autres hyperparamètres? Alors, Et il faut vraiment tout explorer en termes de combinatoire. je crois que tu as raison. Alors, je ne connais pas non plus extrêmement bien là-dedans, mais je crois qu'il y a une précédence pour certains hyperparamètres. Je pense qu'il y en a certains qui peuvent fixer avant d'autres. Déjà, pour commencer, ceux d'optimisation, on peut les fixer a priori en faisant un test d'optimisation avec des hyperparamètres de modèles plus ou moins arbitraires. Le mieux, c'est d'essayer de prendre peut-être des modèles suffisamment complexes pour que le processus d'optimisation ait un sens. En gros, tout cela, on peut les ajuster, et généralement pas tant que ça, sur des optimisations type. Une fois que ça c'est fait, on peut fixer ceci. Et il reste ensuite tout ça. Et alors ici, je dirais que la fonction objective, par exemple, est décorrélée du reste. La fonction d'activation, c'est quelque chose qu'on peut tester de manière relativement systématique parce qu'on n'a pas tant que ça à tester. Et le drop out rate, c'est juste un scalaire, donc c'est juste, généralement c'est un scalaire. C'est juste une quantité qu'on peut également pouvoir varier de manière systématique. Je dirais, les deux qui sont compliqués, c'est plutôt la profondeur et la largeur. Alors, ça va plutôt, je pense, moi personnellement, la manière dont j'ajusterais ça, c'est plutôt en fonction des ressources dont je dispose. Et tant que les modèles me donnent quelque chose de cohérent, ça me va. Idéalement, il faut tester différentes architectures et encore plus idéalement avoir une convergence dans certaines quantités d'architecture, mais c'est pas toujours possible, je suis pas d'accord avec toi. Je te remercie Arthur une dernière fois. Merci. J'avais juste oublié, demain matin, à l'IMPMC, on a l'atelier thématique machine learning et big data, qui est organisé par Salicha, Lorenzo Palotto et moi-même. Ce sera la salle de conférence, il y aura des présentations de gens qui utilisent des méthodes, de gens qui développent des méthodes, de personnes qui veulent utiliser des méthodes également. N'hésitez pas à venir, c'est ouvert à les membres du laboratoire, c'est magique. Oui, oui, justement, je voulais le dire, merci à tous de l'avoir dit, parce que ça fait le deuxième atelier thématique, le premier même sur l'origine, donc les 5 que vous connaissez maintenant qu'on a développé, qu'on a commencé, on a lancé plutôt dans le mieux. Donc, effectivement, c'est un bon moment d'être demain, et on verra toute la matinée, il y a plein de choses différentes. Et voilà. C'est un autre moment où on peut voir différentes choses, différentes applications. Je pense que ça peut intéresser tout le monde. En tout cas, c'est partie de nos axes, nos futurs axes transverses techniques. Merci.